Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je viens en compagnie de Mr. Man pour analyser la nouvelle fac de Game Workshop qui vise tout simplement à rééquilibrer Warhammer 40 000 V9. Pour introduire un petit peu ce rééquilibrage, on va utiliser certains thèmes, comme notamment méta, ce qui est fort à un moment précis du temps dans une version du jeu, ainsi que les différents tiers des codex. Et dans cette édition, en tout cas, il y avait quand même pas mal de frustration envers certains derniers codex à être sortis, qu'on appelait God tier, top tier, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie vraiment du haut du panier. On y retrouvait les Drukhari, depuis qu'ils étaient sortis avec un win rate, c'est-à-dire un taux de victoire, quel que soit le joueur qui le jouait, assez important, l'Adeptus Mechanicus, l'Orc qui était fraîchement arrivé, et juste en dessous, en tout cas, la sœur de bataille. Ce qui était intéressant, c'est que justement, ces espèces de chasseurs, ces gros codex, battaient tout le reste, à qui à l'intérieur de ceux-ci, le Drukhari était un petit peu au-dessus en termes de chasse, et la Sista un petit peu en dessous. Là, Game Workshop s'est clairement mis en question par rapport justement à ce rééquilibrage. Ils ont fait un article pour expliquer qu'ils avaient fait ça en collaboration avec leur éditeur de règles et aussi les bêta-testeurs, et on a cette pépite. Qu'est-ce que t'en as pensé toi quand ça arrivait ? Moi déjà, je suis hyper satisfait que Games Workshop fasse ça. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour que le jeu reste sain au bout d'un moment. Tu l'as dit, c'est quand même effectivement une vision globale qui est liée au tournoi et donc à certains gros joueurs. Donc c'est pas la méta universelle de tous les joueurs, mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, quand on fait des classements et une puissance globale du jeu, cette méta, elle impacte les joueurs, elle impacte le jeu en général. Et c'est vrai que quand il y a des codex qui restent un peu trop longtemps, un peu trop forts, au bout d'un moment, il peut y avoir de la frustration. Déjà, si son pote joue ce codex-là, bon, bah, au bout d'un moment, on en a peut-être un peu marre qu'il soit vraiment trop fort. Et puis aussi, ce qui est toujours intéressant, c'est quand ça tourne, parce que ça permet de refaire des listes, de repenser le jeu, ainsi de suite. Donc ça, pour ça, Games Workshop a fait un super boulot. Ils ont aussi dit que ils avaient regardé les win rates globaux quand ils ont fait cette fac. Et c'est vrai, quand tu dis des win rates très élevés, c'est-à-dire qu'il y a des win rates à plus de 60, voire 66% pour certaines armées. Ouais. Ce qui veut dire que très clairement, quand on commence à gagner 2 parties sur 3... quel que soit le niveau du joueur, en fait. C'est surtout ça, c'est une moyenne en overall. Effectivement, on se dit que là, il y a peut-être un souci d'équilibrage. Donc Games Workshop le dit, ok, on a compris les joueurs ce qu'ils attendent, c'est que le jeu soit équilibré. Est-ce qu'il sera 100% équilibré? Bien sûr que non. Maintenant, est-ce qu'on peut tendre vers un jeu plus sain? Oui, c'est ce que fait Games Workshop, surtout que pour terminer là-dessus, ils ont annoncé qu'ils feraient ce genre de patch globaux qui vont impacter des factions aussi bien sur le coût, sur les datasheets, sur la façon de créer les armées, tous les trimestres a priori. Donc c'est-à-dire que quand même, ils ont envie... Est-ce que ça aille plus rapidement? C'est terminé la big fac qu'on avait une ou deux fois par an avec juste le chapter approve. Là, comme tu le dis, ça va vraiment être beaucoup plus réactif. Là, on le voit, c'est chirurgical. C'est-à-dire que c'est au scalpel, j'ai l'impression, ils ont vraiment ciblé les vrais problèmes de la version. Et là, tu sens les retours des tournois, notamment au niveau des bêta-testeurs. Au niveau aussi de l'international. Je suis maintenant... maintenant, je suis à l'international. Non, mais pour avoir beaucoup parlé justement avec des bêta-testeurs et autres, en fait, Game Workshop le sait. Et ils se sont engagés, en tout cas, à partir de janvier ou février, de reprendre les choses en main par rapport à la sortie des codex, par rapport justement aussi à cette disparité au niveau des niveaux et aussi de ce qui sort au niveau des différents livres de campagne. En tout cas, là, on va commencer par la première règle, c'est le fait que dépendamment du format, on va avoir le droit à un certain nombre de volants, de aircraft, puisque à 2000 points, on en aura 2 maximum. Ça, c'est vraiment super qu'ils aient fait ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y avait vraiment 2 armées qui jouaient vraiment sur les avions, c'était l'Admech et l'Orc. L'Admech avec les bombers, excuse-moi, ouais. Parce qu'en fait, en gros, ils étaient capables de faire énormément de blessures mortelles, mais en fait, ils ne se posaient même pas de questions. C'est-à-dire que, par exemple, pour un véhicule, ils jetaient un nombre de dés sur un 4+, c'était tant de mortels, et sur de l'infanterie, c'était pire, puisqu'ils pouvaient monter quasiment jusqu'à 10 mortels par avion. Et qu'en plus de ça, avec les mécanismes de mouvement de la V9, on pouvait traverser une unité, passer au-dessus, lâcher son prout, et derrière, sortir de la table, et donc être inciblable. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont fait ça, et il y avait l'Orc aussi. Il y a l'Orc qui, lui, alors c'est sur un template assez spécifique qui fait que dès qu'il a tué une unité, toute son armée va gagner un bonus pour avoir plus 1 pour toucher. Et en fait, la plupart du temps, avec des tables, il y a beaucoup de bloquants, ça pouvait être un peu compliqué pour l'Orc de déclencher ce système. Et donc avec les avions, vu qu'ils passaient au-dessus des décors et qu'ils pouvaient voir n'importe quelle unité, même celle qui était un peu planquée, il tirait dessus, il l'a tué, toute son armée gagnait le bonus, et puis alors là, c'était Bagdad. Donc, en fait, c'est vraiment ces 2 armées-là qui sont ciblées avec cette fac. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que Games Workshop, quand a sorti cette V9, il a tout de suite dit, ils ont dit, en tout cas les éditeurs, que les terrains, la table de jeu, était un joueur en plus. Le 3e joueur. Exactement sur la table. Or, les joueurs compétitifs... Comme la tireuse à bière. Ça, c'est le 4e joueur. Mais en fait, les joueurs compétitifs sont vite rendus compte qu'en fait, ouais, c'est vrai que quand il y a beaucoup de bloquants, c'est un peu embêtant. Et comment on fait pour ignorer les bloquants? C'est soit on a des tirs sur ligne de vue. Alors il y a des armées, ça tombe bien, l'Orc là, mais c'est pas le seul, et la Sista peut le faire, et ainsi de suite. Mais finalement, il n'y a pas toutes les unités qui le font, donc il y en a quelques-unes qui peuvent être assez létales, mais ça va. Et puis surtout, si on commence à spammer les avions, on se fiche des décors.
Et donc en fait, ce qui s'est passé sur la scène compétitive, c'est que les grosses listes jouaient jusqu'à 6 avions, qui ignoraient totalement les décors parce que ils se déplaçaient où ils voulaient, les sniper ce qu'ils avaient envie. Tu bouges très bien. Ouais, je fais ça c'est d'ailleurs. Et ça posait un vrai problème de rééquilibrage parce que même la table en fait ne compensait plus finalement la létalité de certaines armées et la létalité du T1 qui était problématique. Yes, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que globalement, tu tires pas non plus une balle dans le pied d'un joueur qui va pas être un compétiteur, puisque aujourd'hui, on voyait rarement plus de 2 avions. Au pire, t'en voyais 2, mais t'en voyais jamais 3, quoi. Donc même, je trouve que là-dessus, finalement, le juste milieu est trouvé par rapport à ça, et c'est que du bon. Ensuite, on va passer justement au rééquilibrage armée par armée. On va commencer par la lettre A, l'Astra Militarum, avec comme premier changement le fait que les figurines ayant le mot-clé Lehman Russ passent à une sauvegarde à 2. Ça, c'est super bien. C'est vrai que ces gros tanks, qui sont quand même, on va dire, les tanks iconiques de l'armée, ils avaient aussi un gros problème, alors qu'ils ont toujours un peu, on va pas se mentir, c'était face aux multifuseurs. Aujourd'hui, on est dans une méta où quasiment toutes les grosses armées jouent beaucoup de multifuseurs avec de la PA-4, ce qui veut dire que finalement, ça 3+, quand on est un véhicule, elle sert pas à grand chose, parce que très rapidement, elle saute, et donc on n'a plus de save. Là, avec la 2+, on a toujours son petit 6 magique. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est sur un jeu où beaucoup d'armées ont une forte capacité à faire beaucoup de tirs, PA-1 voire PA-2. Notamment le GK qui a une grosse attrition, mais de la PA-1 voire -2, l'ADMEC aussi. Et c'est vrai que ce petit bonus-là de passer à 3+, à 2+ de base sur un tank, ça va changer beaucoup de choses sur les stats, ça va donner vraiment beaucoup plus de survie à ces gros tanks. Yes, pour parler un petit peu de stats, tu parles justement de la PA-4 d'un multifuseur. Là, en l'occurrence, on gagne 16% de tanking, mais c'est surtout en fait sur tout ce qui est la scan, puisque la PA-3 fait que la sauvegarde passe alors de 6 à 5, et c'est donc 2 fois plus de sauvegarde réussie. En fait, c'est pas 16%, c'est 2 fois plus de passer d'une 5+, on passe d'un 1/3 à 1/6. Ça change vraiment complètement tout. Et aussi, on n'oublie pas que justement, avec le supplément, on a le droit d'avoir des tankers qui sont des as, et d'ignorer potentiellement la PA-1. Ce qui était dommage, c'est que pour un PC, on pouvait donner une sauvegarde à 2 en Lehman Russ. Maintenant, c'est complètement inutile, mais au moins, on peut se dire sauvegarde à 2, diminue la PA de 1, ça veut dire qu'un canon laser, tu vas le tanker sur du 4+, et un multifuseur sur du 5+. Et là, c'est plus la même, c'est comme une invule à 5. Et puis même la PA-2, c'est sur du 3+, donc je veux dire tout, parce qu'aujourd'hui, quand même... La PA-3, c'est sur du 4+. Ouais, c'est vrai. J'ai bossé comme un ouf. Je suis fatigué, je vais prendre une semaine de vacances. C'est pour ça que tu vas à l'international. C'est ce genre de choses qu'on voit le niveau. Il est trop élevé. Mais non, mais voilà, effectivement. Et donc, c'est vrai que ce petit changement-là, c'est vraiment super sympa pour le joueur Astra. Yes, la deuxième modification, c'est le fait que maintenant, justement, les tank commanders qui ont la capacité, pour rappel à la phase de tir, de pouvoir donner un ordre, ces ordres historiques étaient la relance D1 pour toucher, le fait de pouvoir tirer et quand même utiliser ses fumigènes, ou alors de faire un petit mouvement. Là, ça a changé, puisque avant, ces ordres ne pouvaient donner qu'à des figurines ayant le mot-clé Lehman Russ. Maintenant, c'est véhicules hors titanesque. Donc, toute l'armée va pouvoir bénéficier de ces différents buffs, soit de pouvoir tirer en ayant -1 pour être touché, soit de pouvoir relancer les 1. Exactement. Et moi, je pense surtout à se relancer des 1, et je pense aussi à la Manticore. Bon, il y aura certainement, il y aura plein d'autres choses sur lesquelles on peut le faire, mais c'est vrai que rien que ça, c'est comme un bon boost pour l'armée globale de l'Astra. Surtout que quand on joue Astra, à la base, on joue pour jouer des tanks, pour jouer un bon gros parking. C'est-à-dire que là, on a quand même ces gros buffers qui sont ces Lehman Russ, qui ont une 2+, donc ils sont plus difficiles à sortir, et en plus de ça, ils vont commencer à buffer toute l'armée autour. Donc c'est vrai que les deux synergies, les deux bonus combinés, ça donne une bonne synergie à l'armée globale, et ça va sortir de nouveaux combos, surtout que l'Astra, aujourd'hui, en termes de létalité de tir, elle reste quand même relativement forte. Alors après, elle a d'autres problèmes de se faire cliquer et ainsi de suite, mais globalement, rien que sur l'attrition pure de ces tanks, elle reste toujours ok. Donc c'est vrai que ces deux bonus-là vont bien ensemble. Yes, on pourra en reparler quand un petit tank sera arrivé ici. Mais le fait est qu'il y a ça, il y a le fait que certains joueurs, notamment les katachans, pouvaient jouer Archer pour relancer les 1 dans un espèce de parking et ainsi de suite. Mais le simple fait de se dire que aussi le char qui pourrait être la cible de ton adversaire, quel qu'il soit, aura toujours un -1 pour être touché. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bonus encore en plus, donc c'est vraiment pas mal. Et la dernière modification au niveau de l'Astra, c'est le fait que maintenant, les ordres donnés cette fois-ci à l'infanterie par les platoon commanders, eux maintenant, s'appliquent à toutes les unités qui sont à 6 pouces de type infanterie et du même régiment. C'est plus une unité et derrière, il faut utiliser soit sur un 4+, pour taper une deuxième unité ou ainsi de suite. Donc c'est très bien. Par contre, ça n'impacte pas justement tous les ordres, puisque ça va impacter tout sauf le go-go-go. Que ce soit tout sauf le go-go-go, moi je trouve que c'est plutôt bien, parce que sinon ça permettait vraiment à l'Astra de se projeter de façon facile. De 6 plus D6 avec un mouvement d'advance sur le premier et d'un mouvement normal de 6 pour le deuxième. Exactement, de prendre la table très vite.
sachant que quand on a le T1 et qu'on peut se projeter très rapidement sur les objectifs et de repousser son adversaire, c'est quand même très fort. Donc c'est vrai que le fait de limiter à pas prendre le go-go, c'est bien. Après sur le reste, est-ce que ça va vraiment être impactant? Je sais pas trop, ce côté des splashs autour. D'un point de vue cinématographique, oui, parce que tu vas passer à tir rapide 3 par exemple avec des armes, mais comme c'est de la merde, tu feras pas plus de damage. Mais au moins l'autre en face aura l'impression d'être assuré en disant t'as vu ce que j'ai tanké? Et voilà, c'est tout. D'accord, ok, bon voilà. Non, il y a les baïonnettes qui peuvent à mon avis surprendre en tout cas. Oui, mais après, ça, de toute façon, vous pouvez déjà le faire avant. La seule différence, c'est qu'avec un ordre, tous ceux qui sont autour vont bénéficier du même ordre. Donc, en fait, ça va limiter le nombre d'ordres nécessaires pour vous donner tous ces bonus. Je sais pas, c'est bien, mais est-ce que ça va tout changer? Je suis pas sûr. Ensuite, on va passer au Chaos Space Marine. Et là, quand je l'ai lu, j'étais ultra heureux pour toi de me dire, oui. t'as pas ton codex, mais là, c'est une révolution. C'est clair. Tu vas pouvoir tout retester, toutes les factions du chaos, peut-être même gagner des games. Et là, tu lis la règle spéciale de mort aux faux empereurs. Le fait, pour rappel, de pouvoir générer une extra attaque sur du 6 pour toucher, maintenant marche pour tout le monde et fait une touche supplémentaire. Et avant, c'était, comme tu as dit, une attaque en plus, donc on devait refaire un jet pour toucher. Là, maintenant, c'est une touche automatique. Donc, c'est clair que c'est beaucoup mieux. Donc, c'est sûr que c'est un up. Maintenant, Est-ce que tu les attendais à cet endroit-là? Je ne sais pas. bah, disons qu'on a toujours des petites figurines avec un seul PEV. On a des Terminators avec 2 PEV. Bon, c'est bien. De toute façon, au bout d'un moment, quand c'est un buff, on va pas non plus cracher sur les buffs. Hein, on les prend, c'est bien. Mais clairement, je pense que le SMC a besoin de beaucoup d'autres choses. Si vous jouez SMC, c'est cool. Vous allez voir ça en plus. Et c'est vrai que sur certaines unités, comme les Raptors, comme Il y a les encore des joueurs Wartalons, SMC à part Marmotte? oui, il y en a quelques-uns. Mais non, mais voilà, à part effectivement les Terminators avec des griffes éclairs, les Warp Talons, tout ça, qui vont vraiment bénéficier de cette règle-là, ils vont faire beaucoup plus de touches et quand même avoir une létalité assez forte, donc ça c'est cool. Mais au bout d'un moment, il faut beaucoup plus de choses pour que le SMC redevienne compétitif. On va passer à vraiment quelque chose de très structurant. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça super intelligent de la part de Game Workshop. C'est pour les Imperial Knight et les Chaos Knight. Le fait que maintenant, les figurines comptent pour 5 sur la prise des objectifs. Et si elles ont le mot-clé titanesque, pour 10. C'est-à-dire tout ce qui va être Arminger et War Dog compteront pour 5. En plus, la deuxième partie de la règle, c'est qu'ils deviennent objectifs sécurisés. Et que les gros compteront donc pour 10. Et on le rappelle, de toute façon, il y avait déjà des mécanismes pour compter pour 10 sur une figurine ou pour être super OP. Et là, maintenant, c'est natif. Donc on va pouvoir aller chercher du tanking, on va pouvoir aller chercher de l'attrition en plus. C'est vraiment une super règle. Bah ça, pour le coup, autant on rigolait avant sur ça va pas changer grand chose pour le SMC, là, pour le joueur IK ou même RK, ça change beaucoup de choses. L'IK aujourd'hui était capable d'avoir beaucoup d'unités avec ce super OP en cherchant certaines règles. Donc pour lui, effectivement, comme tu viens de le dire, ce que ça va vraiment changer, ça va pouvoir lui permettre de jouer certains détachements, comme les Freeblade Lance, où il va pouvoir avoir plein de super OP et plein de stratagèmes en plus, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment bien, chercher la létalité sur certains reliques ou autre chose, donc ça, c'est vraiment bien. Le RK, il ne pouvait le faire que sur une seule unité puisque c'était un trait de seigneur de guerre, donc toutes ces unités qui sont super OP, c'est vraiment top. Surtout en fait ce que ça va changer du tout au tout, c'est qu'avant ces grosses figurines avaient beaucoup de mal à jouer le primaire. Et bah, comme le nom l'indique, primaire, si déjà vous n'avez pas les primaires, souvent vous avez perdu. D'abord, il faut gagner les primaires et après on regarde les secondaires. Et c'est vrai que ces armées-là aujourd'hui, bah, elles étaient handicapées sur les primaires et les secondaires, il y en a plein qu'elles ne pouvaient pas faire parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites par les infanteries, ainsi de suite. Donc c'était des armées qui avaient toujours potentiellement de la létalité, mais qui avait beaucoup de mal à se battre finalement pour gagner le scénario et marquer les primaires secondaires. Donc là, ça change quand même beaucoup de choses. Ça reste en plus des figurines qui sont quand même intéressantes parce qu'elles ont une 8 d'endurance de base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des armes anti-tank ont une force de 8. Donc c'est des unités qui sont quand même dures à sortir, que ce soit pour le Drukhari, que ce soit pour la Sista, que ce soit en gros pour toutes les armées. Donc je pense que ça va permettre à des joueurs IK de se recreuser la tête. On va les voir revenir certainement parce que le super OP sur tous les points, bah, malgré tout, ça embête beaucoup de listes qui sont des, comme tu dis, des top tiers, mais qui très souvent ont pour faiblesse d'avoir assez peu de troupes et d'unités super OP. Et donc mine de rien, quand tu auras ne serait-ce qu'un IK qui aura un petit doigt de pied qui touche un point, soit on le tue, soit on va le contester, mais le contester, beaucoup d'armées ne peuvent pas le faire. J'aime bien ce que tu dis parce qu'aujourd'hui c'est exactement ça. En fait, ce qui faisait la faiblesse de l'IK, c'était justement la table. Donc en fait, même si à l'attrition au début de version il était plutôt ok, il perdait puisque en termes de points il mettait que dalle. Là déjà ça va changer et on a quand même vu justement aussi des listes. On a vu pour rappel, alors, il y a quelques mois, une baisse très significative du coût en points justement des Armingers et il y a des listes qui en jouaient 14.
Et là, tu te dis, alors c'est du spam, c'est con, mais ce que je veux dire par là, c'est que même dans un méta compétitif, tu te dis, ok, le mec en face, il a 14 Arminger, enfin 14 Dreadnought en gros, super OP qui compte pour 5 sur un objectif, c'est plus rigolo, hein. Non, mais c'est des mecs en rendent 14 dans des listes. Ça fait rire personne. Et pour le coup, c'est génial parce qu'on est pile poil. Et je vais le dire beaucoup dans cette vidéo. En fait, c'est une fac. Le but, c'est de rééquilibrer. C'est un petit peu de rebalancer les cartes, de redistribuer les cartes. Et là, c'est ce qu'ils font. On va peut-être revoir de l'IK et avoir un petit peu peur. Et c'est bien parce que ça n'est pas normal quand on a un bon joueur en face de dire, quand tu joues SMC, voilà. Non, mais c'est vrai. Tu joues SMC, je rigole. Parce que je me dis, en un coup de bolter, je peux le wipe. Je kiffe. Non, mais c'est vrai. Tu vois, là, au moins, les RK et l'IK vont faire peur. En tout cas, potentiellement, vont pouvoir faire peur. Et ça, c'est une super chose. Et puis, juste pour terminer là-dessus, on sent bien aussi la volonté de Games Workshop aujourd'hui que chaque codex se joue de façon unique. Pendant très longtemps, l'IK et le RK, c'était des codex, on va dire, d'alliance, qu'on allait chercher ce qu'on avait besoin pour compléter son armée et ainsi de suite. On comprend bien qu'avec cette V9, Games Workshop aujourd'hui se dit, chaque codex, même s'il n'y a pas beaucoup d'entrées, c'est pas grave, c'est des codex qui jouent de façon unique avec une monofaction. Et c'est vrai que quand on jouait monofaction avec des gros robots où on n'a pas beaucoup de figurines, il faut qu'elles soient super OP parce que sinon on peut pas jouer. Donc, enfin on peut jouer mais on perd. Donc là c'est quand même vachement intelligent et c'est vrai que je pense que aussi bien au niveau compétitif on va en revoir et même en amical, ce sera un peu compliqué de jouer contre. Ensuite on va passer, pareil, à une autre pépite, hein, c'est au codex Necron. Necron qui était le codex mis en avant au sein de cette version qui s'est assez vite essoufflé en fait par rapport justement aussi bien à sa puissance qu'à sa représentation, enfin sa représentativité pardon au niveau des événements. Et là, ajouter le mot-clé corps, donc base en français, aux unités suivantes. Canoptech Encatrice, c'est l'unité Forge World. Canoptech Reanimator, Canoptech Wraith. Les Canoptech Wraith deviennent base. Les Flayed Ones, donc les dépeceurs. Locust Destroyer, Locust Heavy Destroyer, les Ophidian Destroyer, les Scorpec Destroyer et le Triarch Praetorien. Et là, tu te dis, mais what the fuck? En fait, quasiment toutes les datasheets sont bases, sauf les véhicules maintenant et quelques-unes d'autres. Ouais. C'est extra. Enfin, c'est un truc de ouf. Là, les destroyers qui sont pour rappel infanterie base, ça veut dire que par exemple maintenant ils vont être sujets à que ma volonté s'accomplisse. Oui. Ouais. Wow. Et c'est juste trop bien. Encore une fois, ça fait super plaisir de voir le Necron qui va pouvoir être joué. Ce qui était déjà fait n'est pas changé. C'est ça qui est bien. C'est que les mecs qui s'amusaient à faire des builds à base de 2 packs de 20 guerriers, que ce soit avec le roi silencieux ou pas, il n'y a pas de changement. Par contre, c'est les autres unités qu'on va avoir envie de tester et de jouer. C'est trop bien. En fait, je pense que tout ce qu'on va voir cette fac-là, c'est peut-être le up le plus fort, on va dire, entre guillemets, pour un codex seul, et le moins lisible. T'es dur avec le SMC. Oui, c'est vrai. À part le SMC, naturellement. Mais non, mais en plus pour moi c'est le moins lisible parce qu'en fait ça va permettre à tous les joueurs qui jouent Necron de refaire toutes les listes, de revoir tous les combos. Aujourd'hui, le vrai problème qu'avait le Necron, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il avait assez peu de corps et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fortes, mais que sur des unités corps qui étaient, elles, relativement faible. Et donc en fait, le Necron se retrouvait un peu bloqué là où le SM ne l'était pas du tout. C'est justement la force du SM, c'est que tout soit corps, pour faire simple, et faire des bulles, ainsi de suite. Et là, Necron, en fait, ça devient, on va dire, le SM Xenos, avec tout qui devient corps, et donc tous les bonus, que ce soit des stratagèmes, que ce soit des auras, que ce soit la capacité à ressusciter aussi des figurines avec certaines de ces QG, en fait, ça change tout. Et donc là, on va arriver sur des armées qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, avec des joueurs qui certainement vont se triturer la tête pour sortir en fait de nouveaux combos. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va changer aujourd'hui sur les dynasties et est-ce qu'on verra toujours cette fameuse dynastie qui rend super OP qui bouge de 6 ou est-ce qu'on aura envie d'aller jouer d'autres dynasties? Encore meilleur, puisqu'en fait maintenant ça veut dire que c'est super OP et en plus c'est synergisable. Mais peut-être que t'as des dynasties qui sont très bonnes pour le corps à corps. Et avec tout ce qu'on vient de voir, là, on a quand même beaucoup de synergie pour aller au corps à corps. Les Flayed Ones, excuse-moi, t'imagines la saturation s'ils ont un +1, enfin c'est ouf. C'est pour ça. Donc en fait, pour moi, c'est ce qui me semble le plus fort et le moins lisible. C'est plus fort parce qu'on sait que le mot-clé corps, base en français, est hyper violent, puisqu'on l'avait vu sur l'ADMEC quand Games Workshop avait décidé de nerf les petits poulets, ils leur ont enlevé juste le mot-clé corps et du jour au lendemain, plus de vente. Paf. En tout cas, il y en avait toujours, mais c'était beaucoup moins fort, on ne le voyait plus qu'en mars, parce qu'on avait toujours sa petite reroll pour pouvoir un peu sauvegarder ses tirs de canon laser. Donc là, c'est l'inverse. C'est toutes ces unités qui n'avaient pas le deviennent, on sait que c'était très puissant, on va voir ce que ça va donner, mais pour moi, le Necron, c'est celui qui potentiellement peut vraiment faire la surprise, déjà en amical c'est sûr, mais alors en compétitif, il faudra se méfier. Yes. Ensuite, le dernier codex va être impacté au niveau vraiment de change rules, c'est-à-dire de changement de règles ou de constitution d'armée, ça va être l'orc, puisque maintenant, quand on joue une armée orc, quel que soit le format, on ne pourra inclure qu'une seule des unités suivantes, les Boomdaka Stazwagoon, les Custom Blusta Blasta, le Megatrax Strapjet, le Squeak Buggy et le Shockgun Dragsta. Une seule
unité. On rappelle que historiquement, ils avaient une règle qui s'appelait l'écurie. C'est en gros que pour une unité, vous pouvez en jouer 3. Donc comme on ne pouvait en jouer que 3 unités, certains faisaient 3 x 3, 9 buggy uniques. Ouais, il y a des mecs qui font ça. D'ailleurs, j'en vends 3. C'est pas une blague. J'en ai 6. J'en ai pas 9. Ok, ça va, j'en ai 6. Ça va. Ok. Ah, le gros bill. Je les ai même pas joués. Je les ai achetés parce que j'adore la figue. Je te jure, je comptais pas les jouer. Tu vois. Donc, je vais en garder 3. Mais non, pareil. Je trouve que c'est génial. En fait, c'était des trucs à frustration. Quand les mecs, ils jouaient 18 buggy en disant 9 scrapjet et 9 buggy, enfin, et 9 de squeak buggy, c'était nul. En tout cas, c'était pas ça le jeu qu'on attend de Game Workshop. Et donc ça, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une super règle. Et en plus, ça impacte un codex qui n'a pas besoin de ça pour être très fort. Alors moi, je suis un peu mitigé. Est-ce que c'est un nerf nécessaire de l'orc ? La réponse, clairement, oui. Comme tu viens de le dire, il y avait des joueurs qui jouaient que ça, qui les spammaient, c'était imbuvable, surtout que le problème du Squeak Buggy, c'est pas tant que la datasheet en elle-même soit super forte, c'est surtout qu'il y avait beaucoup de tirs sans ligne de vue, qui, quand on le passait, qui était avec la PA-2, avec la Speedwag, passait de PA-3, donc quand on commence à se prendre un certain nombre de tirs... Pour préciser, ça faisait 2d6 tirs de force 5, PA-2, -3 pendant 2 tours. Si on jouait justement la Z-Wag, dégâts directement 2. 36 pouces de portée, ignore les livres de vue, et à 18 pouces, un des 6 tirs, on va dire, similaires. Ça, c'était une buggy. Hein. Oui. Donc ça faisait 18 des 6 touches. Ouais, voilà. J'ai bien dit 18 des 6 touches, les amis, à 36 pouces sans ligne de vue. Sur du 4. Ça, c'était sur 3. Hein. Les mecs, ils ont joué 9. Hein. Donc bon, voilà. Donc c'est pour dire qu'au bout d'un moment, en gros, les décors, ils en avaient plus rien à faire. Et quand on commence à jouer sur un jeu où le joueur, il dit, on s'en fout de la table, de toute façon, je te tire dessus, je te rase. C'est pas super. Ce qui m'a pour préciser aussi l'orc et à mon avis cette violence, faut savoir aussi qu'au niveau justement des boulettes d'équilibrage de Game Workshop, en V8 c'était l'Astra Militarum qui avait cassé le jeu, qui avait eu 2 nerfs successifs en 3 mois mais vraiment très violents, puisqu'en fait on avait justement le first turn end check pour ceux qui ont connu, qui était le fait de se dire que si je jouais contre un Astra Militarum, si celui-ci avait, il rigole, si celui-ci avait l'initiative du combat, en fait on jouait pas avec, on lui serrait la main et on arrêtait. C'est quand même une grosse faille dans un jeu stratégique et ils avaient vraiment donc cassé ça. Et il faut savoir que c'est réapparu avec l'orc, puisque notamment, ça fait un petit peu de bruit, un énorme joueur américain s'est fait table rase T1. Alors c'est rigolo, mais c'est un peu triste. En finale d'un énorme tournoi. Ouais. C'est surtout ça, c'est finale d'un énorme tournoi, on s'attend à avoir un beau match. Drukhari contre l'orc, T1, il n'y a plus d'armée. Bon, ok. Donc, après, il faut dire que l'armée de l'orc était aussi faite pour vraiment faire chasser. Mal, voilà, pour chasser. Donc, est-ce que c'était nécessaire ? Clairement. Est-ce que ça va faire le taf ? Oui. Est-ce que du coup, du jour au lendemain, on verra plus de buggy ? Bah non, on en verra toujours autant. Après, ça va changer le style d'armée, ça va changer les entrées qu'on va voir. Le Codex Orc, il a encore beaucoup de possibilités. Il est très fort. Il sait tout faire, en fait, le Codex Orc. Et puis on va certainement revoir enfin les Squig quand même, qui étaient les nouvelles entrées, le Killry qui est aussi des nouvelles figurines qui sont sorties, les gros boss sur Squig qu'on va voir, ainsi de suite, donc ça c'est plutôt bien. Mais maintenant c'est vrai que pour le coup c'est une fac qui change beaucoup de choses et qui fait mal. On passe ensuite à l'armée des Drukhari. Ici, pas de changement justement des règles, ou en tout cas de structure d'armée comme on a pu l'avoir pour les orques, donc ils commenceront toujours à 12, 14, 15 PC, cette armée-là. Par contre, un ajustement des coûts en points. On va voir si c'est suffisant, mais ça a l'air de faire un petit peu mal quand même, puisqu'on voit que l'Archonte a pris 5 points, la Succube 20 points, les Witch, donc les unités de base ont pris 2 points, les Incubis 2 points, les Trueborn, c'est-à-dire les unités upgradées pour pouvoir toucher mieux, je ne sais jamais sans modification, ainsi de suite, ont pris plus 1 point. Les Raiders avec des Darklands ont pris 10 points, alors qu'ils avaient déjà été augmentés. Et les Chronos ont pris 5 points. Côté maintenant, justement, diminution, parce qu'il faut aussi une contrepartie pour changer le visage du liste, et je trouve ça bien qu'il ait fait dans les deux sens. On va avoir les Moncules qui a lui perdu 10 points, les Talos 10 points, les Grotesques 5 points, les Ravageurs 5 points, les Void Raven 10 points, et les Razorwing 10 points, donc pareil, les deux volants. Globalement, ça va faire en général sur les listes habituelles un up quasiment de 150-200 points. Donc c'est quasiment 10% d'augmentation sur tout. Ça va se traduire en général par une ressource ennemie dans ce qu'on appelle le mode MSU, donc le Multiple Small Unit. Ça fait que la personne en face aura moins de figurines, on va dire, pour contrôler sa backline et pour agresser, il va devoir faire des choix. Qu'est-ce que toi t'en penses en overall ? Moi je trouve que c'est plutôt sain parce que en fait le Drukhari, il a cette capacité à jouer au trade, c'est-à-dire à venir vous manger une ressource avec la sienne qui est très forte. Et quand on commence à trader avec le Drukhari, en tout cas c'était le cas jusqu'à présent, on perdait parce qu'il avait toujours plus de ressources que vous et surtout avec son T2 qui lui permet de faire une advance charge, qu'on le veuille ou non, il a toujours le choix. C'est-à-dire c'est lui qui décide à quel moment la ressource qu'il avait envie de venir vous manger, il va venir vous la manger. Et ça,
aucun codex ne peut vraiment le contrer. C'est rigolo ce que tu dis, puisque en fait, quand on perd le jet d'initiative contre un Drukhari, on n'a pas peur du T1. C'est qu'en fait, on a perdu le jet d'initiative du T2. Et donc, en fait, on sait que le gars va jouer 2 fois quand nous, on sera à peine sorti de chez nous, et il va avoir, comme tu le dis, l'initiative du combat quasiment sur toute la table. Donc ça, c'était un vrai problème. Le Drukhari peut toujours le faire. Maintenant, comme tu viens de le dire, il va avoir moins de ressources. Donc en fait, au jeu du trade, il faudra qu'il réfléchisse bien ce qu'il va venir manger et avec quoi. Parce que il pourra plus gagner comme il gagnait aussi facilement en disant c'est pas grave si je perds 2-3 unités parce que de toute façon derrière j'en ai encore 2, notamment mes personnages qui en fin de game vont remonter l'armée. Faut imaginer que, en fait, ce qui se passait comme tu l'as très bien dit, c'est qu'on avait par exemple un véhicule avec dedans des incubis et un perso, ça pouvait être justement une witch, une succube ou Drazar. Et comme tu dis, le mec te ruinait. C'est-à-dire qu'un bonhomme à 60 points était capable derrière de te remonter une table. Enfin, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Là, ça sera toujours le cas, mais dans sa backline, en fait, il va perdre globalement une unité d'Hélion, il va perdre à peu près 15 Cabalites qui seront justement les 3x5 qui seront super OP chez lui, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment bien. Je suis vraiment intéressé de voir maintenant comment est-ce qu'ils vont modifier leur style de jeu pour justement pouvoir toujours prendre la table et puncher toujours. En fait, c'est toujours la question de ces armées qu'on appelle Glasshammer, c'est-à-dire qui tankent pas, frappent très fort. Et c'est vrai que l'équilibrage est toujours très compliqué parce qu'en fait, au bout d'un moment, si on leur enlève trop leur capacité justement à avoir beaucoup de petites unités qui frappent fort, très vite, l'armée s'essouffle. Et dès qu'on lui a enlevé 2-3 unités clés, en fait, il fait plus rien. C'est toujours des codex qui sont compliqués à équilibrer. On verra est-ce que là, on est au juste milieu ou pas. Je pense que c'est aussi pour ça que Games Workshop a monté le coût de certaines unités qui étaient vraiment très très fortes, qu'on voyait mais tout le temps, les incubes, les succubes et ainsi de suite. On va pas refaire toutes les armées, mais vous connaissez déjà ces entrées-là. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils baissent le coût à côté d'autres unités, notamment le Ravageur. Le Ravageur qu'on ne voyait plus, ou très très peu, qui était censé quand même être le soutien avec les Darklands, qui était censé être là pour justement péter les véhicules. 3 tirs, hein. Voilà. 3 tirs ou 9 tirs en fait. Exactement. Là, il baisse le coût. À côté, les Darklands, ça augmente sur les Ravageurs. Donc, est-ce qu'on va retourner sur des Ravageurs qui vont avoir des tirs non Darklands un peu plus basiques et finalement, les tirs de la Darklands vont être trouvés sur le Ravageur? Peut-être. Donc, en fait, les listes, elles vont changer. Le Drukhari, je pense pas qu'il se retrouve non plus complètement à la ramasse parce que malgré tout, en termes d'impact, il garde son impact. Il va avoir moins d'unités. Maintenant, une unité qui n'a pas été touchée, même 2 unités qui n'ont pas été touchées, qui sont quand même toujours très bien, je trouve. Chez les Drukhari, il y a les Hélions. Les Hélions, ça reste une super unité. À la base, ils ont été reconnus pour être aussi des chasseurs de Marines, en fait, puisque c'était les premiers dégâts d'eux où vraiment ça sortait du codex très fort. Et puis ça met de la BM quand ça vole au-dessus, ça bouge vite, ça prend les points. Enfin, les Lions restent quand même très bons et n'a pas été touché là. Tout comme les unités et les motojets, qui sont aussi des unités qui sont quand même plutôt bonnes. C'est bon que tu disais parce que les deux synergistes, tu peux avoir des bonus quand tu les joues ensemble. Donc c'est vrai que ces unités, par exemple, n'ont pas été touchées. Et alors, Drazar, non plus. Ouais, Drazar, il avait déjà un peu pris, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, ils ont touché tout ce qui est rentré dans les Ravageurs, si on regarde un peu pour faire simple. C'est-à-dire que les unités qui commençaient embarquées, planquées dans leurs Ravageurs, qu'on pouvait pas sortir T1, parce que de toute façon, il fallait d'abord péter le Ravageur avant de les tuer, elles ont toutes pris. Donc ça veut dire qu'en gros, le style de jeu, je suis planqué dans mon Ravageur, c'est pas grave, si j'ai pas le T1, je suis un peu au chaud, T1, je me place, T2, je t'avance si je charge en débarquant, je te mets tout dedans. On va toujours le voir, mais ça sera un peu plus compliqué. En revanche, les unités qui n'étaient pas protégeables, c'est-à-dire celles qui étaient déjà un peu dans la pampa dès le T1, c'est-à-dire les Hélions et ainsi de suite, elles n'ont pas touché en prix. Donc, et puis les avions ont un peu baissé, les Ravageurs aussi, le Talos a baissé là où le Chronos a monté. Donc est-ce que le Chronos va peut-être ressortir pour un retour du Talos? Enfin, beaucoup de choses à faire. Moi, je pense que la fac, en tout cas, elle était nécessaire. Est-ce qu'elle est violente? Oui, comme tu viens de le dire, sur les listes top méta, voilà, qu'on voit aujourd'hui, mais les joueurs qui jouent Drukhari, ils ont d'autres choses à faire, et je pense qu'il va y avoir de nouvelles listes, et je pense pas que le Drukhari... Tout est fort dans le Drukhari, donc en fait c'est comme l'orc, tu vois ce que je veux dire, ils vont devoir réapprendre à jouer, en fait, faire des micro-ajustements, mais ils seront toujours forts. En tout cas, ce qu'on espère surtout, c'est pas que le Drukhari devienne faible, c'est que le win rate du Drukhari descende de 60 à 65% pour arriver à 55 ou 50. Voilà, c'est surtout ça en fait le but. C'est pas que du jour au lendemain le Drukhari soit plus jouable. Pour l'instant, encore une fois, ça va dans le bon sens et ça c'est plutôt positif. Il nous reste maintenant à voir l'équivalent de ce qu'ils ont fait pour le Drukhari avec l'Admech, une augmentation des coûts en points des infiltrators de 2 points, des Sicarian Rustalker, donc en fait de la deuxième version du kit de 2 points aussi, des Cerberus Rider de 4 points, putain d'araignée de LoL, des Skitari de 1 point, des Skitari Ranger de 1 point, du Tech Prius Manipulus 10 points, ce qui est pas énorme pour un buffer, mais quand même, de Marshall a pris 10 points,
Donc pareil, hein, les deux persos qui étaient auto-inclus par 1 ou par 2, en tout cas pour le Marshall, 10 points. Les Aeros Rider Ballistari, 10 points. L'Archéocoptère Fusilave, 20 points. Le Stratoraptor, 20 points. Enfin, c'est quand même énorme, hein, les gars. Faut imaginer qu'ils prennent quasiment 15% d'augmentation. Hein. Et derrière, les Holy Rider Artisan, plus 10 points. Et le Logis, plus 5 points. On note quand même une diminution des robots de 10 points. Autant le Drukhari, ils ont mis un gros nerf sur ce qui était vraiment très fort. Et à côté, ils ont dit, mais les gars, c'est pas grave, on va baisser d'autres unités. Vous allez voir, il y a d'autres choses à faire. Autant la mec, on a l'impression que là, vous non. Vous avez pris, vous avez augmenté. On va baisser les robots si vous avez envie de jouer des robots. Mais quand même, je trouve qu'en termes de vision globale, l'ADMEC, c'est quand même l'armée qui prend le plus cher, entre guillemets, en termes de coûts. Après, les avions, c'est aussi marrant parce que les avions, non seulement il faut une règle pour dire qu'on n'a pas plus de 2, mais malgré tout, les avions ADMEC, ils prennent aussi 20 points. Alors les avions de Drukhari ont baissé. Ils étaient complètement cons, et c'était à 130 points. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est non seulement tu en joues plus que 2, et en plus tu les joues. Tu les défends, c'est que t'en avais, bâtard. J'en ai 2 avant. Je pense à LoL, moi je pense à LoL. Mais non, mais je trouve que vraiment la fac ADMEC, elle est quand même beaucoup plus violente que la fac Drukhari. Est-ce qu'elle était, parce que pareil, les packs on dit 1 point sur les Rangers, mais bon, on en jouait 20, voire 60. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est déjà 60 points d'un coup, plus les buffers 10-10, on a déjà 80 points faciles sur une armée basique. Plus 10 points sur les poulets, enfin sur les adversaires. Donc là où c'est un peu plus compliqué, c'est que ils n'ont pas baissé à côté, si ce n'est les robots. Maintenant, les robots sur les tables très chargées, c'est très compliqué à jouer parce que on le voit, il n'y a pas de ligne de vue, ils ignorent pas la ligne de vue, ainsi de suite. Donc c'est vrai que l'ADMEC, pour le coup, je trouve que là, c'est un vrai, entre guillemets, nerfhammer comme on a pu connaître, où ils arrivent, ils prennent l'armée, ils cassent en deux les avions parce qu'ils disent ok, c'est plus comme ça qu'on joue à Warhammer 40 000, si vous voulez les gars. En plus de ça, tout ce qui était bon, on vous augmente les coûts, si vous voulez les gars, et à côté de ça, on vous donne rien, ou très peu. Donc l'ADMEC, c'est dur pour eux, je trouve, globalement. Alors, c'est dur pour eux, c'est rigolo, ça va nous permettre de sortir un petit peu des unités qu'on vient de voir, et je vais faire une transition, c'est que dans le jeu, on ne paye pas cher l'endurance 3. Ouais. Par contre, la létalité est la même que de l'endurance 4 ou 5. Et comme on est dans un jeu d'échange de ressources, finalement, et que tu sais qu'en général, les armées qui sont fortes, c'est celles qui vont être capables de dire ça, je tire dessus, ça meurt. Finalement, que ce soit endurance 3 ou 4, on s'en fout. Et donc, justement, c'est intéressant ce genre d'armée, parce qu'en termes d'échange de ressources, t'en as plus. Je pense bien évidemment à la sœur de bataille, qui n'a pas été touchée par cette fac-là. Et qui faisait partie, justement, du fameux top tiers des codex. Pour rappel, Drukhari, on vient de voir ce qu'ils ont pris. ADMEC, on vient de voir ce qu'ils ont pris. Orc, on vient de voir ce qu'ils ont pris. Et je rappelle que j'ai entre et derrière, finalement, la seule, mais qui était légèrement en dessous de cela, qui était la Sista, elle n'est pas touchée. Le GK aussi. Par contre, le GK qui finalement peut-être manque de recul en fait par rapport à sa date de sortie et ainsi de suite. Par rapport à la Sista, déjà il faut noter que ce qui était très fort, c'était bien évidemment la rose sanglante pour le plus d'une attaque en charge et qu'on jouait aujourd'hui dans un méta tir, la sueur d'argent qui te permettait d'être considéré comme étant immobile. Or, Game Workshop a quand même faqué le fait que quand on arrive d'enfant, on n'est pas considéré comme étant immobile. Donc on touche plus à 3 mais à 4. Donc il y a une forme de rééquilibrage aussi de ce côté-là par rapport au méta multifuseur qui est la force en fait de la Sista. Et à voir derrière, pour avoir joué justement avec des bêta-testeurs le week-end dernier, eux appliquent déjà le fait de l'appliquer quand tu sors d'un véhicule. D'accord. Tu vois? Donc, est-ce que finalement, ça ne suffit déjà pas comme nerf? À voir. Moi, aujourd'hui, je trouve que l'intégralité des changements sont ultra pertinents. Vraiment, ça donne envie de tout retester, ça donne envie de rejouer, ça donne envie de rejouer des match-ups qui étaient, entre guillemets, perdus d'avance contre certaines listes. Et ça, c'est génial. C'est vraiment cool. Et aussi, j'ai quand même un petit peu peur pour le Necron. Le Necron va être bien, comme tu dis, va être formé. Je pense que le joueur Necron qui a commencé l'armée début de V9, aujourd'hui, il est peut-être un peu triste. Donc c'est quand même bien que ce type-là d'armée, en plus qui sont super belles, ils ont refait la gamme, il y a plein de choses chez le Necron, se voit vraiment EP et puis surtout va permettre aux joueurs de jouer plein de choses, faire plein de tests. Parce que c'est ça qui est bien quand on joue. Il y a toujours la top list, mais ce qui est bien, c'est de se creuser la tête en faisant des combos. Donc pour le Necron, je trouve ça super. Après, comme tu viens de le dire, quand des armées sont nerfées et d'autres ne sont pas touchées, forcément dans le rééquilibrage, celles qui n'ont pas été touchées remontent très fort. La Sista, qui n'était pas non plus larguée, je pense qu'on va bien la revoir. Le GK, comme tu dis, on n'a pas beaucoup de recul, mais quand même on voit aux États-Unis sur des alors c'est des tournois solo, il faut voir, c'est la méta américaine, mais quand même, il est très très fort, il est monté très haut, très vite. Je vais préciser, excusez-moi, on va citer donc en fait le blog Goonhammer, en fait, qui est un blog qui référence énormément justement d'articles, d'analyse du méta, d'analyse de codex. Eux le positionnent comme le nouveau God Tier. Après, à voir, parce que pour moi, c'est toujours très dur. Bien sûr. On est à chaud, là. Donc moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Mais au-delà de ça, donc c'est vrai que je pense que ceux qui sont au mieux, c'est l'assistant GK, qui vont vraiment bien remonter. Et après, il faudra voir en fonction des listes adverses où ils vont se situer. Mais en tout cas, eux, ils s'en sortent plutôt bien. Même le TS, à mon niveau, je suis plutôt satisfait, parce qu'ils n'ont pas touché à mes Terminator, qui étaient très forts. Et c'était pas top tier, mais
ça se défend et donc ça donne du répondant. Et quand je vois ce qui a été baissé à côté, c'est plutôt bien. Donc globalement, ce qui est super, c'est que clairement, les mois qui viennent, ça va remettre la méta. C'est trop bien. On va revoir les listes, tout le monde va repenser, on va revoir les match-up, on va revoir tout. Donc pour ça, c'est génial. Pour moi, le seul petit bémol, c'est quand même sur la fac de l'orc, où c'est un change rules qui est quand même très fort, où on change la façon de construire son armée quand on est orc et qui est dans un supplément à un instant T qu'on n'a pas dans un codex. Un codex qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors certes, il y a le côté de je vais revendre mes buggy. C'est-à-dire, le mec, il a acheté son codex dernièrement. Ouais. Il a Octavius, s'il veut le supplément Octarius, pour ceux qui n'en connaissent pas, si jamais il joue la Speedwag, qui est quand même putain de fort. Ouais. Alors, vous allez payer 40 balles pour 2 lignes, mais c'est très très fort. Et maintenant, il va falloir aller chercher ça. Et je vais complètement dans ton sens, en fait. Aujourd'hui, on a un petit peu le syndrome, de certains Battle Tom sur Age of Sigmar, où en fait, le mec aujourd'hui rentre dans une boutique, il veut commencer Nurgle, il n'y a pas un datasheet qui est à jour. Aujourd'hui, un mec qui joue Astra Militarum, déjà, il doit avoir 3 bouquins, entre guillemets 2 réellement, en fait, d'ailleurs pas un de V9, parce que celui de la V9, caca, et derrière, en plus de ça, donc déjà énormément de changements de rôle sur le moral, sur tout ça, et en plus de ça, finalement, tout est très loin de son livre, même au niveau des coups en point par rapport au chapter approve et ainsi de suite, quoi. C'est là où je te rejoins complètement, en fait, c'est que l'orc, déjà, il vient seulement d'acheter sa boîte collector, tout ça, déjà il a dû attendre pour avoir les autres armées, et en plus de ça, on lui met déjà des changements dans son livre. Voilà, qu'il faut avoir à côté, et en plus qu'il faut connaître, c'est-à-dire que nous, ça nous intéresse, on lit ainsi de suite, mais tous les joueurs sont pas forcément au fait. Donc c'est toujours ça que je trouve un peu compliqué sur des changements de règles. On peut dire sur le changement de points, ça peut la même, mais souvent les changements de points, on va les avoir dans son appli Games Workshop ou dans d'autres choses, c'est des choses qui vont être mises à jour. Là, on est vraiment sur un truc structurant, et comme tu le disais en rigolant, j'ai 6 buggy, je vais en revendre, mais il y a des joueurs certainement qui en avaient 6, 7, 8, et eux, du jour au lendemain, ils se retrouvent quand même à se dire, ou même des scramjets. J'en sais rien, mais peut-être qu'il y a des joueurs qui avaient 5 scramjets parce qu'ils adorent la figue. En plus, c'était fort, mais sans être non plus complètement pété, ils pourront plus les jouer. Et moi, je trouve ça quand même toujours dommage d'arriver sur un jeu où, au bout d'un moment, on te change totalement les règles de ton armée et tu les as pas dans un codex ni rien. Et ça change tout. Donc moi, c'est quand même mon bémol, même si, est-ce que c'est sain? Oui. Est-ce que c'était nécessaire? Oui. Est-ce que la méta va être mieux? Bien sûr. Est-ce que tu as envie de jouer, en fait? Oui. Non, mais tout ça, oui. Donc, et merci Games Workshop pour ça, merci pour la réactivité. Mais en revanche, ce genre de changement de règles qui change en profondeur une armée, je trouve toujours ça dommage parce qu'on se dit que d'un moment, soit il faut le faire en amont, soit je sais pas ce qu'il faut faire, mais là, je trouve que c'est un bémol qui, moi, m'ennuie. Voilà. Yes. Eh bien, écoute, je vais aller dans ton sens, je suis complètement d'accord avec toi. Malheureusement, pour les personnes qui avaient acheté, qui avaient spammé, on l'avait déjà eu le cas, justement, quand les Iron Man étaient sortis avec tous ces petits malins qui s'étaient acheté le bonhomme, plus 3 répulsors et puis qui roulaient surtout, ou la méta des Stormraven au début de la V8. Ouais. On le sait maintenant, quand un codex sort et que quelque chose est trop fort, inutile d'en acheter tout de suite, en grande quantité, parce qu'on le sait, 3-4 mois après, ce sera plus jouable. Donc, tout ça avec parcimonie. En tout cas, je trouve que, pour le coup, c'est galvanisant, ça donne envie de jouer, ça donne envie quasiment de tout retester, et avec un document gratuit. Ouais. Voilà. Donc, je trouve que c'est que bénéfique pour cette V9 de Warhammer 40 000 qui a mis du temps à se lancer quand même. Et ça, c'est dommage, en fait, qu'il y a eu du temps à avoir un certain nombre de codex nécessaires, justement, pour montrer le vrai visage de cette édition. Et là, on va à fond dedans. Donc, je sais vraiment que positif. Un grand merci à toi, mon petit Mister M, justement, d'être venu présenter un petit peu les changements de ce data slate, donc de ce tableau noir, entre guillemets, écrit à la craie, qui va donc évoluer, en fait, fourni par Game Workshop. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.